Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme conférencier euh, Monsieur André Borowski, auteur du volume Considérations sur les pathologies religieuses. Sans plus tarder, je donne la parole à mon collègue Michel Caron qui présentera notre conférencier. Vas-y, Michel. Alors, présentation, je dirais que le titre du volume, Considération sur les pathologies religieuses, est parfaitement adapté à ce qu'on peut voir et sentir de nos jours en Occident. Il est assez aberrant qu'il y ait encore des gens qui croient fermement en Dieu ou en une divinité dans notre monde où on dépense des fortunes en éducation, où on voit la guerre en direct à la télé, où on voit les injustices, les enfants mourir de faim un peu partout sur la planète. Alors, le terme pathologie me paraît très, très approprié. Le livre de M. Borowski est très, très complet. C'est un livre très dense. Il y a plus de 300 items qui sont élaborés et détaillés. Alors, c'est assez, j'ai hâte de voir s'il va être publié au Québec. Là, pour le moment, je pense qu'il est disponible seulement en Europe ou peut-être via Amazon. Euh, le texte de M. Borowski d'appliquer les règles d'analyse scientifique aux croyances religieuses et par le fait même en arriver à la conclusion que la plupart de ces croyances-là n'ont aucun espèce de sens, ne font pas de sens. Alors, je ne m'attendrai pas plus, sinon que je peux dire que dans le texte de M. Borowski, même si c'est un document très, très dense, il y a quand même quelques bonnes pointes d'humour ici et là, entre autres lorsqu'il parle de, comment est-ce qu'il appelle ça, l'aspect marketing des religions, des grandes religions. C'est assez intéressant de voir que autant l'islam que le christianisme est basé sur utilise des personnages ou des personnalités antiques qui étaient déjà, qui faisaient partie de la religion juive, entre autres, pour donner une crédibilité à à leur démonstration religieuse, à leur religion. Je ne m'attendrai pas beaucoup non plus. Il y a quelques autres petits points intéressants là, sur lesquels je ne reviendrai pas. Euh, je vais laisser M. Borowski continuer, je pense, à ce moment-ci. Bien, je vous C'est bon? remercie. Merci pour cette introduction flatteuse. Euh, bon, ma présentation de ce jour sera volontairement très succincte et très serrée pour laisser la place aux interactions. Donc, il y a beaucoup de thèmes que je ne traiterai pas et tous les thèmes que je traiterai seront un peu traités à l'arrache, en posant des affirmations et sans rentrer dans beaucoup de détails. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que ça va aider pour ma présentation. Euh, Attendez, voilà, OK. Partager l'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde me voit? C'est bon pour Oui, tous? là, je le vois. Moi, je le vois. D'accord. Bon, vous avez vu la Oui, lumière? oui, oui, tout le monde est silencieux pour dire parce que les Bon, microphones c'est sont éteints. parfait. Très bien. Donc, les thèmes essentiels de cette présentation seront les critères de démarcation qui séparent les croyances et les connaissances scientifiques, qui est pas forcément le thème le plus joyeux, mais qui a une très grande importance euh, philosophique, scientifique et politique. Les thèmes essentiels de la présentation seront les suivants. D'abord, on examinera la méthode scientifique, qui historiquement a été mise à toutes les sauces, et j'en prendrai quelques exemples très limités. J'examinerai ensuite les savoirs alternatifs à la science, bon, essentiellement les savoirs religieux. Je m'intéresserai ensuite à la position des non-croyants sur la question de l'existence de puissances invisibles qui joueraient un rôle dans notre univers. Et à la fin, j'examinerai
comment défendre l'épistémologie scientifique et le rôle de l'État dans cette défense. Bon, historiquement, la méthode scientifique a été mise à toutes les sauces. Ici, vous avez une gravure qui date du début de la révolution scientifique, qui a été gravée par Robert Hooke, qui était secrétaire de la Royal Society anglaise, je pense que ça vous parle, et il a fait cette gravure merveilleuse avec l'aide des premiers microscopes faits par le Hollandais Leeuwenhoek. Il a publié ce livre, Micrographia, en 1665. Si vous avez un exemplaire en trop, n'hésitez pas, je vous débarrasse gratuitement. C'est des merveilles. Bon. Cette opposition des critères de sélection est le thème majeur de mon livre, Considérations sur les pathologies religieuses, qui est paru chez l'Harmattan en 2021. Alors, quel est le noyau essentiel de la méthode scientifique? Pour le comprendre, il faut d'abord donner une définition parmi une autre de l'épistémologie. Il y a plusieurs définitions de l'épistémologie. Je ne peux pas dire qu'il y en a une qui surpasse toutes les autres. Pour ma part, je définis l'épistémologie comme l'ensemble des règles qui doivent être suivies pour déterminer, sélectionner les connaissances acceptées ou refusées dans le corps d'une branche de savoir. Et je dirais qu'un domaine de connaissance qui n'a pas de règles de sélection n'est pas scientifique, mais il peut être descriptif. Exemple, la littérature. Bon, la littérature n'a pas de règles fixes, claires et nettes pour savoir qu'est-ce qu'est la littérature ou qu'est-ce qu'il n'est pas. Bon, évidemment que les productions de votre petite fille de 12 ans ne sont pas forcément de la grande littérature, mais c'est assez arbitraire. Donc, il y a des règles ou des systèmes d'évaluation de la qualité, mais pas de règles fixes pour savoir ce qui est contenu. Et par contre, en science, on cherche à être très sélectif et aussi précis que possible. Alors, pour prendre l'exemple de visions épistémologiques incomplètes qui sont assez populaires et qui ne sont pas assez claires à mes yeux, je prends l'exemple de celle de Thomas Kuhn qui publie en 1962 un livre intitulé « La structure des révolutions scientifiques ». Il ne décrit pas une méthode de validation des connaissances, mais il décrit essentiellement la science comme une suite de paradigmes changeants dans lequel la science ne procéderait donc pas par accumulation, mais plutôt par rupture. Qu'est-ce qui, selon Kuhn, devrait être contenu dans un paradigme, puisqu'il décrit les changements de paradigme? Ce qui doit être observé, les questions qui doivent être posées, comment structurer les questions, quelles prédictions sont faites par la théorie, comment interpréter les résultats de recherche, comment mener l'expérience et quel type d'équipement est disponible. L'équipement est très important. N'oubliez pas qu'un astronome sans lunettes, c'est un peu ou radiotélescope ou autre instrument sophistiqué, il ne peut pas travailler. Même chose pour un biologiste, s'il n'a pas de microscope ou de microscope électronique, on oublie. Alors, définir les paramètres qui sont touchés par le changement de paradigme n'exercice pas la racine de la force de la science. La science a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire des 3 derniers siècles pour l'humanité, et ce modèle des paradigmes a ses limites, mais il n'est pas forcément sans intérêt. Pour en comprendre les limites, qu'aucune branche de la science ne prétend être au bout de ses développements. Évidemment, si une branche de la science ou la science elle-même disait « nous savons tout, nous décrivons tout, notre modèle est parfait », le simple fait de dire qu'on va changer de paradigme, donc de vue, serait une dévaluation de la valeur de la science. Mais la science progresse et change les paramètres qu'elle pense être importants. Exemple connu, de paramètres qui n'étaient pas importants et qu'il est devenu, c'est la courbure de l'univers qui était décrite par Einstein, mais qui n'est pas décrite par Newton. Et donc, le fait de changer d'angle de vue revient à s'intéresser souvent à un nouveau paramètre, et donc d'être plus éclairant et plus fin, plus intelligent, entre guillemets, sur la description de la réalité. Évidemment, il faut retenir que ces nouveaux paradigmes possèdent également un caractère limité. Rien ne dit qu'ils ne changeront pas dans le futur. Rien ne dit que la gravitation universelle ou que la relativité générale est le système final. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec la relativité générale. Par exemple, elle ne décrit pas ce qui est
entendu par matière noire ou énergie noire, bon, pour parler de choses entre guillemets simples. Mais ça ne veut pas dire que c'est son intérêt ou que la relativité générale va disparaître comme théorie. Seulement, elle a ses limites. Alors, supposons qu'on accepte le modèle de Kuhn. Ça ne veut pas dire du tout que la méthode scientifique décrit la réalité comme d'une manière biaisée. C'est toujours d'une manière limitée. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est analyser les changements de paradigme et leur évolution à partir d'une analyse sociologique, en disant c'est le moment d'un groupe par rapport à un autre. Alors, histoire classique, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de la mécanique newtonienne à la relativité einsteinienne? Alors, vous pouvez faire un tas d'analyses sur qui a dit quoi à quel moment dans l'histoire des sciences, mais ce qui est l'instrument décisif, le moment décisif, c'est l'expérience menée par Eddington, qui était, pour simplifier, l'astronome royal anglais à l'époque, en 1919, qui a fait faire des prises de vue astronomiques à certains endroits de la planète au moment où il y a une éclipse de soleil. Et lors de cette éclipse de soleil, on a mesuré la déviation apparente de la position d'une série d'étoiles qui était causée par la présence de la masse du soleil. Et la mesure fine et compliquée sur ces plaques photographiques a permis de valider les calculs faits à partir du modèle relativiste. Et c'était une grande nouvelle. C'est paru dans les journaux. Le Times de Londres a annoncé que la théorie de Newton était dépassée, qu'elle était remplacée par la relativité générale. Et c'est ça qui est décisif, plus que les luttes entre tel ou tel clan. Il y a une autre vision de la science qui est destructive et dangereuse, c'est celle de Paul Feyerabend, qui a écrit un livre intitulé Against Method en 1975. Il proclame simplement que everything goes. Toutes les règles que vous définissez ont souvent été violées pour le plus grand bien de la science et du savoir. Aucune règle fixe ne s'applique donc. Bon. Alors, je vais vous surprendre. Je vais vous dire que oui, factuellement, sur le non-respect ponctuel de règles formelles, Feyerabend a raison. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans l'histoire des sciences des passages un peu discutables. L'exemple classique, c'est la lutte intellectuelle entre Pasteur et Pouchet, donc à la fin du XIXe siècle, sur la question de la génération spontanée de la vie. Pouchet, qui était un athée, prétendait que c'était possible, alors que Pasteur, qui était catholique fervent, prétendait que c'était impossible. Il se fait que l'expérience qui a été menée par Pasteur a donné un résultat ambigu. Parce que sur une dizaine de fioles, si je me souviens bien, il n'y en a qu'une seule qui est restée vierge de contamination, qui est restée vierge de toute présence de vie. Mais Pasteur, qui avait une grande expérience de laboratoire, a décidé que la démonstration était réalisée et que le fait qu'il y ait une seule fiole qui soit restée sans trace de vie était suffisante pour proclamer la non-existence d'une génération spontanée. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait une grande expérience scientifique. Il y a un livre entier qui s'est écrit sur la question de la part des sociologues des sciences, mais qui parle d'abord des relations sociales de Pasteur et de Pouchet, etc., etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est l'expérience de Pasteur comme dans ses tests de laboratoire. Et ce n'est pas un hasard si le résultat de laboratoire de Pasteur s'est révélé être correct scientifiquement. Mais ça ne nous dit pas rien sur le fait que la méthode scientifique soit d'abord réglée par des conflits de personnes. Il y a un élément très important qu'il faut retenir, c'est les limites technologiques d'une époque. Pourquoi est-ce que Pasteur n'a pas pu faire une expérience bien clean, bien nette? C'est parce qu'il n'avait pas les outils pour désinfecter le passage de l'air qui rentrait dans les fioles.
C'était de longs tubes qui étaient censés empêcher le passage des bactéries, mais qui en fait ne limitaient rien, parce qu'il y a des bactéries qui sont très persistantes. Ce qui lui manquait, c'est les lampes UV. S'il avait eu des lampes UV très puissantes, il aurait pu vraiment filtrer l'air, et là, il n'aurait eu aucune contamination. Voilà, c'est un exemple des limitations auxquelles se heurte la science. Mais pour revenir à Feyerabend, l'avantage de Feyerabend, et pourquoi ça vaut encore la peine de le lire, c'est qu'il est logique, et il va jusqu'au bout de sa logique. Et donc, selon lui, les parents d'élèves qui vont à l'école ont le droit de choisir non seulement la religion qui est enseignée à leurs enfants, mais également de choisir et de préférer l'enseignement de la magie plutôt que de la géométrie, parce que chacun a sa vision du monde. Donc, vous voyez les conséquences du relativisme scientifique. Et donc, ces textes qui sont honnêtes, entre guillemets, qui sont logiques, peuvent nous aider à lutter contre les relativistes de tout poil qui restent souvent flous sur leur intention et leur but. Heureusement, on a mieux que ces deux personnages, on a Karl Popper, qui définit dans un livre de 1936, si je ne me trompe pas, La logique de la découverte scientifique, la règle de base qui est appliquée à une thèse scientifique, à savoir que celle-ci doit modéliser des éléments de la réalité précis qui peuvent être falsifiés, c'est-à-dire qu'on peut les tester comme étant faux. Un exemple classique, si je vous affirme que tous les signes sont blancs, bon, c'est une affirmation gratuite. Et il est impossible de la prouver. Parce qu'il faudrait faire le tour de toute la planète pour voir tous les signes. Autrement, vous n'avez pas prouvé que tous les signes sont blancs. Par contre, vous pouvez faire la démarche inverse, qui est plus productive. Chercher à trouver des signes qui ne soient pas blancs. Donc, trouver les endroits où la thèse que je défends est le plus susceptible d'être falsifiée. En l'occurrence, c'était en Nouvelle-Zélande, et il y a des signes noirs en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, la thèse qui dit que tous les signes sont blancs est fausse, parce qu'elle a été falsifiée. Et c'est un critère, c'est le premier critère, mais c'est un critère essentiel. Et ça s'éloigne d'une vision classique, empirique, qui voudrait qu'on fasse des expériences sans préjugés, qu'on fasse des mesures, et ensuite, on en retire une théorie. Bon, ça n'existe pas. Parce qu'il faudrait faire des milliards d'expériences. Et donc, en fait, on cherche toujours à valider, entre guillemets, et surtout à falsifier une hypothèse. Quand on parle de découverte du boson de Higgs, en fait, on a tenté de falsifier l'existence du boson de Higgs. Parce que la théorie, qui datait de 60 ans, décrivait le moment, la valeur approximative du boson de Higgs dans une série de mesures. Et donc, en dépensant 10 milliards de dollars ou d'euros, on a réussi à tester cette hypothèse. Et comme elle n'a pas été falsifiée, provisoirement, eh bien, elle est validée. Donc, on considère que le boson de Higgs existe. Une autre manière de décrire ce qu'est la méthode scientifique, c'est OERIC, proposé par André Jourdain, essentiellement à but pédagogique. Observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion. Ça désigne la succession d'étapes d'un modèle idéalisé de démarche scientifique. Alors, c'est un bon outil pédagogique, ça explique comment marche la méthode scientifique, mais ça n'explique pas ce qui fait sa force. Bon, j'essayais de voir les remarques, mais je n'arrive pas à les voir. Alors, je me suis permis de créer un acronyme, FARCIP, en 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans FARCIP? Ce qui est nouveau, c'est l'acronyme, ce n'est pas son contenu. C'est une série de critères de validation scientifique. Falsifiabilité, on vient d'en parler, répétabilité des expériences, simplicité. Alors, la simplicité est compliquée à expliquer, mais je donne un exemple très classique, c'est celle de Newton, qui voit une pomme tomber. Bon, alors on me dirait la belle affaire. Bon, il a vu une pomme tomber, d'accord. Mais il a compris la Lune tomber aussi. Et la Lune tombe sur la Terre. Si ce n'est pas clair pour vous, je peux l'expliquer. Et ce qui est génial chez lui, c'est qu'avec quelques efforts, il a réussi à calculer que le phénomène, l'attraction de la pomme et de la Lune étaient les mêmes si on supposait que le phénomène était dicté
était conditionné au carré de la distance. Et donc, il y a un seul phénomène qui se passe dans la chute de la pomme, dans la chute de la Lune. Et donc, c'est un effet de simplification. C'est l'application d'une règle qu'on appelle règle d'Occam, où il faut tailler dans les hypothèses autant que possible. Ensuite, il y a l'usage des probabilités. Évidemment qu'une thèse plus probable est meilleure qu'une thèse moins probable. Et enfin, cerise sur le gâteau, parfois, il y a la prédictibilité, à savoir qu'on peut savoir, en gros, quelle sera la position de la planète Mars dans 1000 ans. Par contre, celle des mouvements de population en Europe d'ici 10 ans, c'est un peu compliqué. Alors, je dirais qu'en général, peu de personnes se posent à l'usage de la méthode scientifique dans le domaine de la physique. Mais beaucoup la refusent de fait dans le domaine des sciences humaines. Par exemple, en sociologie, il y a un brave sociologue qui a écrit un livre entier de 600 pages, que j'ai eu beaucoup de peine à lire et à finir, qui dit que la sociologie est une discipline non popperienne, donc il se réfère à Karl Popper. Bon, le résultat de ça, c'est que, bon, encore une fois, c'est très caricatural ce que je vais vous dire et très simpliste. Souvent, les sociologues et les spécialistes des sciences humaines font référence à la naissance de leur discipline. Donc, bon, voilà, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Et puis, ensuite, eh ben, ils parlent de leur thèse. Et c'est fini. Il n'y a rien entre les deux. Bon, encore une fois, c'est une simplification. Pourquoi? Parce que si on ne sélectionne pas, si on n'a pas les moyens d'éliminer les thèses faibles ou inadéquates, on ne peut pas accumuler, parce qu'on construit sur du sable. Et je dirais que l'usage de farcips, ce serait le plus nécessaire dans les sciences humaines, mais c'est là où il est le plus difficile à expliquer et à défendre. Évidemment qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne connaissent pas farcips. Et même, il y a beaucoup de scientifiques qui, en fait, s'intéressent formellement à aucune règle épistémologique. Mais dans les faits, ils l'appliquent. Chaque fois qu'ils écrivent un article, ils suivent ces règles. Il n'y a pas de miracle, autrement, ils ne feraient pas leur boulot. Il faut retenir également qu'il y a des éléments qui ne sont pas utilisés par farcips. En premier lieu, les caractéristiques des auteurs d'articles scientifiques, leur sexe, leur nationalité, leur appartenance religieuse, le groupe ethnique. La science est par nature le seul savoir universel, qui n'accepte pas les arguments d'autorité. Essayez de publier un article dans Nature en disant « cette thèse est juste parce que c'est moi qui la proclame ». Si vous y arrivez, vous êtes très bon. Mais je ne crois pas que ça passera. Alors, dans la pratique, il faut se souvenir que farcips, c'est une règle sur la validation des thèses, pas sur la découverte. La recherche scientifique, ça ressemble à un perceur de tunnel qui va dans toutes les directions et qui finit par déboucher de l'autre côté de la montagne. Mais il se trompe souvent de direction. C'est la recherche, c'est pas la production. Il ne faut pas confondre. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que ces critères sont justes, sont efficaces? Pas forcément parfaits, mais sont efficaces. Eh bien, c'est le développement de la science depuis 3 siècles, qui a plus ou moins, des nuances importantes seraient à introduire, mais utiliser cette méthode de sélection. Au cours des 3 derniers siècles, si vous n'êtes pas persuadé de la force de la science dans ce domaine, bon, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Donc, pour en revenir, farcips, c'est les critères de validation. La phase de recherche, c'est anything goes. Tout peut être employé pour faire des découvertes. Et ça permet de l'accumulation des savoirs. Bon, malheureusement, il y a des savoirs alternatifs à la science. Et essentiellement les savoirs religieux. Alors, quand je parle d'épistémologie religieuse, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça n'existe pas. L'épistémologie, c'est uniquement pour la science. Eh bien, je prétends que c'est intéressant de décider, et je l'ai fait arbitrairement, mon propre chef, décider que les religions, la religion, a une épistémologie. On vient de vous transmettre un tableau de comparaison, et je pense, bon, moi j'ai appris des choses en religion ce tableau, ça a pris un certain temps, et j'espère que vous apprendrez aussi des choses. Les comparaisons sont intéressantes, même si je force un peu le trait en décidant que les religions ont des épistémologies. Ils ont des méthodes. Tout n'est pas possible en matière de religion. Il y a des règles. En premier lieu, des règles
comme on vient de nous le dire, des règles commerciales, des règles de marketing. Pourquoi? Parce que si un truc est imbuvable pour les populations, ben, elles ne vont pas l'accepter. Alors qu'en science, on ne se préoccupe pas de savoir comment ça va être accepté, on se préoccupe de savoir si le test de laboratoire est correct. Alors, je ne vais pas revenir sur ces tableaux, parce que là, on en a pour 1 heure, je suis à vos dispositions, mais enfin, il y en a pour un bon moment. J'examinerai juste simplement certaines particularités des individus porteurs de révélations religieuses, parce qu'ils ont des caractéristiques communes. Bon, d'abord, ils ne savent pas écrire leurs mains. Il n'y a aucun document d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu. C'est bizarre. Les preuves de leur existence sont sujettes à caution. Ils affirment tous avoir un message divin de manière plus ou moins directe. Conséquence, leurs héritiers sont prisonniers de celle-ci, elle ne peut pas les changer. Il leur reste juste une marge de manœuvre dans l'interprétation. Parce que les révélations, entre guillemets, sont jamais sans ambiguïté. Et donc, qu'est-ce qui produit? C'est lutte entre écoles d'interprétation des révélations. Ça forme une grande part de l'histoire des religions. L'exemple ultra simple et très connu, c'est l'opposition entre les catholiques et les protestants, les sunnites et les chiites. Ils ne peuvent jamais déboucher sur quoi que ce soit, puisqu'on ne peut faire aucun test. Et c'est là le problème central et le danger de la religion. On ne peut pas tester les affirmations. On ne peut pas les falsifier. Et donc, en gros, elles n'ont aucune valeur pour cette raison. S'il n'y a pas d'élément testable, ça n'a aucune valeur, ça doit être rejeté. Pas juste considéré comme ça. Non, il faut dire ça n'existe pas. Quand il s'agit d'un savoir de portée générale, il ne s'agit pas de la couleur du cheval blanc de Napoléon, il s'agit de savoir si le monde doit suivre les enseignements de Bouddha, de Jésus ou de Mahomet. Soit vous avez des moyens de prouver votre thèse, de faire un test de falsification, soit c'est sans valeur. C'est simpliste, mais je crois que ça reflète la réalité. Est-ce que ça veut dire que les non-croyants refusent de considérer l'existence de puissances invisibles qui auraient joué un rôle dans l'histoire de notre univers et qui en joueraient encore? Non. On peut examiner cette hypothèse, mais évidemment, comme c'est une hypothèse très improbable, il faut des outils de preuve très fortes. Et il faudrait en fait soumettre ces thèses religieuses au même règlement que les publicités pour les produits santé. Exemple d'application des règles de prudence, si une église affirme que l'homosexualité est immorale, parce que la loi de Dieu l'interdit, elle devrait l'approuver au-delà de tout doute raisonnable. En matière de médicaments, il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est très long, très compliqué, et voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faudrait le même niveau d'exigence pour les thèses religieuses, puisqu'elles jouent un rôle. Les seules choses qu'on ne teste pas en matière de médicaments, c'est les médicaments homéopathiques parce qu'ils ne contiennent rien. Mais autrement, dès que ça a un effet, il faut faire des tests et valider et prévenir le public des dangers liés à des produits qui ne sont pas testés. Si les tests ne sont pas effectués ou ne sont pas validés, les affirmations religieuses devraient être considérées comme des hypothèses, comme des commentaires, comme des belles histoires, et que, voilà, on vous les raconte, mais voilà, ça a une valeur relative, y compris pendant les cérémonies religieuses, en disant, voilà, on ne peut pas vous prouver que notre Dieu est le bon, que les thèses qu'on défend sont les bonnes, mais enfin, voilà, c'est nos belles histoires. Chantons ensemble. Et donc, il y a un rôle de l'État dans cette défense d'épistémologie scientifique. Pourquoi? Parce que ce qui sépare les croyants des non-croyants, ce n'est pas l'idée de l'existence de divinité, mais c'est l'épistémologie employée. Et là où il y a danger, et pourquoi l'État a un rôle, c'est que le danger est caché. Exemple d'autre danger caché, c'est la cigarette, le tabac. Pourquoi est-ce que l'État a à intervenir pour prouver aux gens que l'eau de Javel est dangereuse? Non. L'État exige qu'il y ait des grandes étiquettes sur les bouteilles d'eau de Javel
pour avertir les gens que c'est de l'eau de Javel. Mais je ne connais pas la secte des buveurs d'eau de Javel. Bon, on n'a pas besoin de leur dire l'eau de Javel, c'est mauvais. C'est assez clair. Par contre, il y a toute une époque où les dangers du tabac n'étaient pas évidents. On parlait de cigarettes du sportif. J'ai vu ça. D'accord? Donc, il y a un rôle de l'État pour protéger les gens des dangers non perceptibles. Eh bien, c'est la même chose pour les croyances religieuses. L'État ne peut pas être neutre au niveau de son épistémologie. S'il accepte toutes les révélations, eh ben, ok, pourquoi pas. Bon. Moi, justement, j'ai une révélation que je voudrais défendre. C'est celle des anciens Aztèques. Et je voudrais construire une pyramide en pleine ville, ou dans la campagne, je ne sais pas exactement, sur lequel je pourrais faire des sacrifices humains. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ben voilà, ça sera refusé au nom de la sécurité publique, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, il y a bien un rôle, on décide bien, arbitrairement, qu'en fait, on n'accepte pas toutes les croyances. Ben, au nom de quoi est-ce qu'on n'accepte pas? C'est parce qu'en fait, on défend l'épistémologie scientifique, même si ce n'est pas clair dans la tête de tous ceux qui font de ces défenses. Les autres connaissances sont relatives. Retenons, c'est très important, que l'exigence de monopole pour la science ne passe pas par l'interdiction des religions ou la répression des croyants. Ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas la bonne méthode. Et qu'on ne peut pas juste limiter l'impact. On ne vise pas seulement à limiter l'impact du tabac, on cherche à détruire les habitudes d'usage de la cigarette. Mais ce n'est pas facile. Il faut donc détruire les croyances et sauver les croyants. Et c'est plus compliqué. Tuer les gens, c'est entre guillemets facile. Bon, évidemment, il faut trouver des gens pour le faire, mais conceptuellement, c'est facile. Par contre, s'attaquer à la croyance, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est un enjeu épistémologique, c'est un enjeu politique universel, qui a une grande portée politique. Si vous regardez les conflits qui se passent actuellement autour de la planète, ils ont pratiquement tous une grande dimension religieuse. Prenons les cas les plus connus, la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine. Ils ont clairement une dimension religieuse très importante. Donc, défendre le monopole de l'épistémologie scientifique, c'est compliqué. C'est plus compliqué que de critiquer le contenu des religions. Classiquement, on trouve beaucoup de livres, et vous en avez beaucoup lu et peut-être beaucoup écrit, on critique le contenu des religions. Le seul petit problème, c'est une mauvaise chose à faire, il faut critiquer le contenu des religions. Mais il y a 10 000 religions sur la Terre. Il y a un site qui les liste. Bon, je ne me suis pas amusé à le vérifier. Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, s'il faut critiquer le contenu de 10 000 religions, il y a du boulot. Donc, parler d'épistémologie, c'est compliqué. Il n'est pas sûr que tout le monde comprenne tout du premier coup. Ça, c'est évident. Mais c'est solide, parce qu'une fois que c'est compris, ça reste. Et ce n'est pas susceptible d'être contrebalancé par une autre analyse du contenu de religion qui prendrait un autre angle de vue. Et donc, c'est un outil très important. Mais j'ai un peu de peine à faire passer ce point de vue. Soyons honnêtes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la science a des limites, mais ces limites sont celles du savoir humain formalisé. Il y a un tas de savoirs en dehors de la science, mais ils ne sont pas formalisés. Quand c'est formalisé et structuré, ben ça devient le plus souvent de la science. Et qu'évidemment, il ne faut pas prétendre que la science fournit la solution à tous les problèmes de l'humanité, mais qu'il n'y a pas d'autres méthodes de savoir efficaces. Voilà, ça, c'est des points importants. Voilà, c'est ma présentation. Elle est très serrée, elle est limitée, et je suis à disposition pour vos questions. Je pense que je vais abandonner le partage. Merci beaucoup, M. Borowski.